J'appelle Benjamin Bouteau. Alors Benjamin Bouteau, c'est un ingénieur qui a toujours été dans la filière MedTech et qui a pris depuis, je crois, 2019, la responsabilité de la filière MedTech de Medicine, qui est le pôle de compétitivité Île-de-France, qui est spécialisé dans l'innovation et la santé. Il y a un énorme dynamisme avec les startups, avec un certain nombre, beaucoup d'entreprises. On a une séance ensemble, qu'on a plus ou moins préparée ensemble, le 16 mars prochain, sur des innovations qui semblent vraiment peut-être transformer beaucoup nos pratiques chirurgicales. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Simplement, une chose importante aussi, on travaille avec l'Académie sur d'autres projets, notamment la chirurgie du futur, à laquelle on a eu la chance de participer et avec laquelle on devrait avoir un travail en commun important avec un label Académie de chirurgie. Exactement. À toi. Merci beaucoup Jean-Claude pour cette introduction et merci à l'Académie de nous recevoir aujourd'hui. Ouais. Donc je vais vous faire une présentation. Je vais essayer de passer. Ah oui, il faut que je me rapproche un peu. Vous m'entendez bien? Oui, non. Parfait, merci. Avec 15 minutes. Donc, on sera dans les temps. Je vais aller un petit peu plus vite par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des soutiens financiers publics pour le développement d'innovation MedTech. On a évidemment beaucoup parlé de l'accès au marché, mais l'innovation, c'est un temps de développement qui est forcément un peu plus long. Et en fait, les cliniciens, et notamment les chirurgiens, votre rôle est très important tout au long de la vie du développement de ces innovations. Donc on va parler des sources, des modalités et des bonnes pratiques. Pardon, faut... Ok, pardon, c'est bon. Donc, Jean-Pierre, s'il te plaît, pardon. Je vais faire une très courte présentation du pôle Medicine, puisque j'imagine que les pôles de compétitivité, c'est quelque chose d'assez obscur. Donc, pour info, c'est quelque chose qui a été créé depuis 2005 sous Jacques Chirac, dont l'objectif est de transformer l'innovation scientifique, notamment académique, en valeur thérapeutique, économique et derrière, évidemment, en emploi. Medicine, on couvre tous les secteurs de la santé, donc la biotech, la medtech dont je suis en charge et évidemment la e-santé, tout ce qui est santé numérique. Et je précise dès maintenant, nous, on est un pôle régional, donc il y a 6 pôles régionaux en santé. Nous, on est celui d'Île-de-France. Il y a donc 5 autres pôles dans les régions. J'étalerai juste après, mais en tout cas on vous invitera toujours à consulter le pôle de votre région qui fait exactement le même job que nous, sous des modalités un tout petit peu différentes. Très concrètement, on se définit comme le réseau d'excellence des leaders de l'innovation en santé. On adresse 3 corps de métier principalement, les industriels de toute taille, grande majorité start-up et de PME, mais on travaille aussi avec des ETI et des grands groupes qui soient sur des filiales françaises de groupes américains, mais évidemment des groupes français. Un deuxième corps de métier qui est l'académique, tout ce qui est recherche, les chercheurs, les écoles d'ingénieurs, les universités, et enfin vous, les cliniciens, les chirurgiens qui souhaitez vous impliquer dans ces innovations pour qu'elles soient le plus adaptées à votre usage. Donc là, ça vous donne un rapide clin d'œil de notre réseau. Aujourd'hui, on a plus de 510 adhérents, comme vous pouvez voir en bas à droite. On a une très grande majorité de startups et PME qui collaborent quasiment toutes avec des médecins. Évidemment, on travaille avec des structures cliniques. La PHP étant à Paris étant incontournable, on travaille avec des structures privées aussi, comme l'hôpital Saint-Joseph ou l'hôpital Foch. Et des collectivités, des partenaires. Évidemment, on a des liens très forts avec le SNITEM, et je remercie Anouk pour sa présentation. Mais différentes autres structures avec BPI France, d'autres pôles de compétitivité non spécialisée en santé. On a 3 grandes missions. La première, c'est l'innovation, c'est animer l'écosystème. Concrètement, c'est faire des événements, soit des choses en petits comités pour échanger directement, aller en profondeur, ou des choses de plus grande ampleur, comme l'événement Chirurgie du futur qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. Deuxième point sur le financement, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et troisième point sur l'export à l'Europe et à l'international. Et en fait, dans le financement, ce dont je vais vous parler, c'est les guichets publics de financement pour le développement d'innovation technologique, en l'occurrence en chirurgie. Notre rôle, c'est d'orienter les porteurs de projets, qu'ils soient encore une fois industriels, académiques ou cliniques, vers les bons guichets de financement. Donc tout ça s'inscrit, là aujourd'hui vous avez vu une ébullition énorme autour de l'innovation en santé, particulièrement au niveau de la MedTech. Donc vous voyez que le plan innovation santé dont on a discuté en introduction, il y a différentes stratégies d'accélération. Les 2 qui vont le plus nous intéresser ici, c'est tout ce qui est santé numérique, où il y a 650 millions qui ont été mis sur la table, et un tout nouveau qui a été annoncé le 21 février, donc très récemment, sur les dispositifs médicaux innovants de 400 millions. Très concrètement, c'est plutôt un très bon signe pour la chirurgie, puisque sur les 3 thématiques prioritaires sur lesquelles 170 millions seront alloués, 2 sujets concernent directement la chirurgie. Les robots chirurgicaux, dont on fera effectivement une séance le 16 mars prochain, ici même, avec différents acteurs, constructeurs de robots chirurgicaux d'innovation chirurgicale, tout ce qui est implants et prothèses.
Et on a aussi d'autres, enfin, dans ce plan, il y a d'autres actions comme la démonstration de l'efficacité clinique, concrètement l'expérimentation avec des partenaires français et tous les enjeux d'accompagnement pour l'accès au marché, que ce soit réglementaire ou justement les accès au marché dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau des financements de public pour les innovations MedTech, il y a 4 grands financeurs, si je dois caricaturer, qui font des appels à projets. Je vais surtout parler d'appels à projets et comment le chirurgien peut y trouver sa place. BPI France, qui pilote évidemment, qui est un grand organisme national de financement. L'Agence nationale de recherche, notamment à travers son grand appel à projet RHU, Recherche hospitalo-universitaire, le chef de file et des structures hospitalo-universitaires, l'Union européenne et les régions. Nous, évidemment, on travaille avec la région Île-de-France, mais l'Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est seront en collaboration avec les autres pôles de compétitivité santé. Donc voilà, c'est là-dessus que je veux insister. Ici, vous avez tous les pôles santé français avec lesquels, évidemment, on travaille en collaboration. Et chacun va avoir des actions plus ou moins spécifiques selon leur spécialité. Donc, typiquement, sur les appels à projets en cours et à venir, on a une newsletter, on a des webinaires où on invite les financeurs, BPI France, l'ANR, pour parler de l'appel à projet en question et justement montrer les spécificités, les modalités en termes de maturité, en termes de taille, en termes de collaboration avec les établissements cliniques ou académiques. Donc là, ça vous montre une petite image des appels à projets qu'on finance de la région, de l'État ou de l'Europe, qui peuvent être individuels ou collaboratifs. Individuel, c'est porté par une seule structure. Collaboratif, tous les partenaires reçoivent les financements et dans ces partenaires, il peut y avoir des médecins et des structures cliniques hospitalo-universitaires. Donc c'est assez complexe, on vous le cache pas. On parle de 1000 feuilles de financement ici. Et en fait, les pôles, notre rôle, c'est de démêler tout ça pour vous aider justement à trouver ceux qui sont le plus pertinents et pour lesquels vous pouvez vous impliquer. Vous pouvez avoir des petits un peu spécialisés ou des grands comme IDEMO, avant ça s'appelait PSPC, projet structurant pour la compétitivité, où c'est des projets qui peuvent monter jusqu'à 50 millions d'euros. Donc je vais en détailler quelques-uns assez vite parce que je sais que le temps est compté, mais je vous donne quelques exemples et celui que je ne peux pas rater, c'est forcément les RHU. Ce sont des projets assez difficiles à monter dans le sens où c'est des projets très structurants. Par contre, c'est des projets qui peuvent avoir jusqu'à 30 millions de budget et l'ANR pour ça finance un tiers en subvention, 100% subvention, il n'y a pas d'avance remboursable. Donc c'est vraiment une opportunité unique et c'est des montants qui est donc des aides qui peuvent monter jusqu'à 10 millions d'euros. Donc c'est quand même conséquent sur des projets très innovants liés à la médecine transnationnelle. Et vous voyez les quelques critères de sélection ici, sachant que pour les RHU, ce sont des structures hospitalo-universitaires qui sont leaders. C'est elles qui définissent le sujet et qui le mènent à terme. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur la dernière vague qui a eu lieu en juin 2021, il y a eu 3 projets en chirurgie, en innovation chirurgicale et interventionnelle, dont l'un d'entre eux qu'on a accompagné, labellisé et grâce à nous, ils ont aussi un des rôles des pôles, j'ai oublié de le préciser, c'est de trouver les partenaires qui vous manquent. Si vous manque une technologie, un expert clinique ou un expert académique, comme on a une vue 360 sur toute la santé, on peut vous aider à trouver les partenaires les plus pertinents pour votre projet. Et typiquement, le projet EndoX sera présenté à la séance du 16 mars par le professeur Stéphane Hollon de l'hôpital Marine-Lal-Longue qui appartient au groupe Saint-Joseph. Là, je passe très vite là-dessus, mais il y a différents appels à projets un peu iconiques, on va dire représentatifs. Ces filières PIA, c'est pour créer des plateformes technologiques, donc c'est surtout porté par un organisme de recherche, mais forcément en collaboration avec des PME, des ETI et des établissements de santé, puisque lorsqu'on développe une innovation médicale, il y a besoin de répondre à un besoin clinique précis, et donc l'implication du chirurgien dans ce type d'appel à projet est très important. Et là, ici, on peut monter jusqu'à 5 millions d'euros sur ce type de projet pour des budgets. Et l'idée ici, c'est de participer à la structuration d'une filière, l'imagerie cardiovasculaire, par exemple, en région Île-de-France. L'année dernière, le projet Passerelle du CEA a été financé dans ce cadre-là, donc spécialisé dans plein de modalités d'imagerie médicale. Le concours Innov, c'est un peu particulier, c'est un appel à projet de BPI France et c'est un appel à projet thématisé. Je vais tout de suite aller, on va dire, à la slide suivante, puisqu'en 2019, il y a eu un appel à projet chirurgie du futur qui a été fait, sur lequel les adhérents de Médicène ont eu pas mal de succès. Et dedans, vous pouvez retrouver Lattice Médical qui fait, par exemple, c'est une start-up qui fait des implants mammaires biodégradables, Mastor qui est devenu Moon Surgical qui fait un robot de célioscopie, de co-manipulation pour la célioscopie. Donc ça illustre un peu les choses qui peuvent être pertinentes. Ce sont des industriels qui candidatent, mais forcément des professeurs chirurgiens sont directement impliqués là-dessus, ils participent à la constitution du dossier et participent aux auditions dans le cadre de ces évaluations. Il faudra revenir dessus si vous avez des questions, bien sûr.
IDEMO, je suis obligé d'en parler dans le sens où c'est le plus gros appel à projet proposé par BPI France. C'est des projets jusqu'à 50 millions d'euros de budget pour lesquels voilà, il peut y avoir, c'est un mélange entre subventions et avances remboursables. C'est collaboratif et forcément, quand on parle de santé, il y a des établissements qui peuvent être soit privés, soit publics. Pour par exemple le projet iDream qui est sur l'imagerie médicale, qui a été porté par GE Healthcare, mais dedans il y avait la PHP, Saint-Joseph et un autre établissement privé qui était directement impliqué, qui participait à la construction de ce projet. Le projet étant, de faire une plateforme avec plusieurs solutions d'intelligence artificielle au service de l'imagerie médicale. D'autres projets un peu plus particuliers, on parlait de l'accès au marché, et une des clés de l'accélération de l'accès au marché des innovations, c'est l'expérimentation et donc l'évaluation médico-économique des dispositifs médicaux innovants. Là, en l'occurrence, c'est vraiment spécifique sur l'intelligence artificielle, mais ça montre que BPI s'adapte. Cet appel à projet a été créé l'année dernière pour justement répondre aux nouveaux enjeux du développement d'innovation MedTech qui sont forcément complexes par nature. Donc pareil, je passe très rapidement sur les modalités, je reviendrai après avec des bonnes pratiques pour candidater à ce type d'appel à projet. Un dernier dont je voulais parler qui est régional parce qu'on a été impliqué dedans, c'est InnovUp Expérimentation Santé. En fait, avec le RESA, on a Medicine a créé une méthode de collaboration qui s'appelle InDemand dans le cadre d'un projet européen et a souhaité l'appliquer localement dans cet esprit. Et en fait, l'idée, c'est de faire remonter directement les besoins par les établissements cliniques. Donc, vous voyez les 6 hôpitaux qui ont participé en région Île-de-France dans ce cadre-là. Un appel à projet a été lancé avec des financements à la clé de 150 000 € de subvention pour 6 PME. Et là, si je prends le point 4, typiquement, optimiser les procédures de chirurgie celluloscopique grâce au robot. Ça a été proposé par Paul Brousse, notamment le professeur Eric Vibert, avec qui on discute beaucoup. Et c'est la société Moon Surgical, justement, qui en a été lauréate et qui a permis d'expérimenter et de co-développer son robot avec Paul Brousse. Donc nous, notre rôle, c'est de donner aussi une visibilité sur tous les appels à projets en cours. C'est un peu costaud forcément et en plus ça change assez régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment faire de la veille assez systématique sur ce type de financement. Et là, typiquement, vous voyez en bas sur le second semestre, c'est marqué S1, pardon, il y a un peu de S2, mais enfin second semestre, pardon, il y aura une nouvelle vague RHU qui va être lancée et pour lequel on vous recommande très vivement d'aller voir les pôles de compétitivité de vos régions pour justement voir comment être accompagné puisque c'est des projets qui prennent pas mal de temps mais qui derrière amènent d'énormes financements à la clé. Je fais un tout petit point pareil, je vais passer assez vite sur Horizon Europe, qui est le grand programme européen d'innovation générale, pas forcément spécifique en santé, mais où la santé a une place majeure. Pour ça, je reviendrai vers ma collègue Daniela Onofri, qui est la personne en charge des affaires européennes et qui avait fait une présentation dans le cadre des travaux qu'on avait menés avec l'Académie et Jean-Claude. Donc, c'est un budget global de 86 milliards d'euros jusqu'à 2027 et sur lequel, vous voyez, il y a différents piliers, l'excellence scientifique, les défis globaux, compétitivité industrielle, où les clusters sont impliqués comme Medicine. Et donc, la santé fait partie des priorités numéro 1 de ce type de programme. Donc là, pareil, je passe très vite sur les conditions de participation, mais dans le cadre de projets européens, il faut parfois un nombre minimum d'États membres à participer en termes de financement, des établissements publics, cliniques. Donc ça, on pourra détailler. Je fais un tout petit focus sur l'EIC, Europe Innovation Council, qui justement propose différents instruments, Pathfinder, Transition ou Accélérateur. Les industriels connaissent bien EIC Accélérateur, puisque ça permet justement d'avoir des financements de plusieurs millions. Mais il y a des choses comme Pathfinder, où ça peut être thématisé et dans lequel on va viser l'innovation de rupture. Donc, si vous avez quelque chose de très innovant, ça peut être une des premières étapes intéressantes là-dessus. Par contre, je mets forcément un warning. C'est déjà un peu complexe de candidater à des appels à projets. Ça demande pas mal de temps. L'Europe, il y a plein d'argent, mais c'est encore plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous faire accompagner dans ce cadre-là, soit par des des pôles de compétitivité comme nous pour un peu débroussailler le terrain, mais on vous encourage, c'est une autre bonne pratique, à carrément prendre des cabinets de conseil spécialisés parce que c'est un vrai challenge et ça peut vous faire perdre beaucoup de temps si c'est mal anticipé. Je vais passer très vite sur ces détails-là. Et je vais tout de suite aller aux bonnes pratiques, comme ça on pourra privilégier les échanges. En vue d'un appel à projet. Très concrètement, ça a semblé un peu bateau, mais je vous jure que ces conseils, ils sont très simples, mais quand ils sont appliqués, ça augmente significativement vos chances de succès d'être lauréat. La première chose, c'est de faire une veille permanente sur les appels à projets santé, que ce soit au niveau de vos régions, de BPI France, de l'ANR ou de l'Union européenne. On est dans une phase où il y a plein d'argent qui a été mis sur la table avec le plan Innovation Santé. Ça a été annoncé en introduction, il va y avoir des nouveaux appels à projets. Pour comprendre les modalités, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra être très vigilant.
Donc, on vous encourage aussi à échanger directement avec les chargés d'affaires des financeurs. Donc ça, en général, c'est plus les industriels qui vont aller, on va dire, au front et échanger avec eux, que ce soit chez BPI France, l'ANR ou des choses comme ça. Et évidemment, nous aussi, les pôles de compétitivité, pour vous dire, c'est bon, vous rentrez bien dans le scope du projet. Au contraire, non, c'est pas du tout ça, puisque c'est trop innovant, trop early stage, ou au contraire, trop avancé par rapport à ce que vise l'appel à projet en question. Un truc assez bête aussi, je le recommande à tous les porteurs de projets, qu'ils soient industriels, académiques ou cliniques. Il y a un cahier des charges sur chaque appel à projet qui vous détaille les règles en fait de l'appel à projet. Et ça, c'est pareil pour l'AHS et pour toutes les structures. Lisez-le en entier. Lisez-le en entier et notamment les critères d'éligibilité. Parce que parfois, on a des personnes qui arrivent avec un projet tout ficelé et en fait, il y a un critère qui n'est pas respecté, donc ils peuvent même pas candidater sur un truc comme ça. Donc c'est horrible pour nous de le dire, mais on essaie de les rediriger vers des appels à projets plus pertinents, mais ça prend un certain temps. Un autre point qui est important, c'est anticiper la date de dépôt. S'il y a des deadlines, ça peut être le cas dans d'autres structures, soit c'est des appels à projets one-shot où ça arrive qu'une fois, ou d'autres qui sont périodiques, comme les RHU, comme le concours Innov, des choses comme ça. Et en fait, il faut essayer de déterminer cette date parce que si vous le faites trop tard, les dossiers sont bâclés et là, c'est un échec quasi assuré. Déposer trop vite, c'est vraiment, ça marche quasiment jamais. Je vous conseille aussi de faire une checklist des critères de succès. Concrètement, une des premières choses que vont faire les financeurs, c'est prendre votre projet et regarder s'il coche bien toutes les cases que eux ont définies. Et concrètement, même si votre projet est extrêmement bien fait, construit de ça, mais qu'il y a une case qui correspond pas à leurs critères de succès, clairement, vous serez tout de suite avec un défaut. Typiquement, on prend la question de l'éco-responsabilité. C'était quelque chose qui était évoqué depuis longtemps, mais pas forcément prioritaire. Là, maintenant, c'est un critère à part entière. Il demande des stratégies carrément de performance environnementale avec une justification à chaque fois. Donc, c'est le type de choses, lorsque vous développez une innovation, vraiment regarder l'impact écologique que ça aura derrière en termes évidemment de technologie, mais aussi en termes d'organisation par rapport à l'organisation de l'hôpital. On en a beaucoup parlé, anticiper la stratégie d'accès au marché. On peut avoir, bon, je vais me dépêcher un petit peu, on peut avoir évidemment l'enjeu du réglementaire, on sait qu'il est très lourd et le SNITEM est hyper actif sur ce sujet. Donc nous, on a une vue 360, on peut pas se déclarer expert sur chacun des sujets, donc on redirige vers ceux qui sont plus compétents. Typiquement, le SNITEM sur ce qui est réglementaire et accès au marché, ils sont ultra impliqués là-dessus, donc on vous encouragera toujours à aller voir en premier sur le dispositif médical typiquement. Il y a un enjeu pour bien définir la proposition de valeur. Typiquement, un projet RHU, donc à 30 millions, il faut que votre projet tienne en une ligne, en une phrase et qu'elle soit facilement compréhensible. Sinon, les évaluateurs vont se dire, on ne sait pas où ils veulent aller, c'est peut-être très intéressant, mais à la fin, on veut quelque chose qui marche et qui soit rentable et durable, forcément, si on vous donne de l'argent public. Donc évidemment, regardez aussi les impacts médico-économiques. C'est quelque chose qui est souvent un peu bâclé dans les dossiers, mais lorsque vous développez une innovation technologique ou clinique, il faut bien regarder tous les impacts que ça aura et c'est ça qui va faire que le financeur va se dire « je vais pouvoir financer ce projet plutôt qu'un autre ». Favoriser la collaboration précoce avec le maximum de partenaires, ça c'est une de nos autres grandes missions, c'est faire en sorte que vous puissiez échanger avec les personnes les plus pertinentes avec lesquelles vous souhaitez travailler. Donc que ce soit des industriels, des chercheurs, vous prenez en Ile-de-France pour le coup on a des centres de recherche d'excellence, prenez l'Institut Pasteur, Curie, le CEA, on a des contacts partout, donc on peut faciliter, c'est pour ça que j'aimais bien le terme de facilitateur employé par Jean-Claude, on peut vraiment vous faciliter la vie sur ces sujets-là et rediriger vers des cabinets de conseil aussi, comme SGE Consulting qui est très impliqué sur l'accès au marché. Donc c'est justement le dernier point, c'est si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour structurer vos idées, on vous recommandera toujours de passer par là. En conclusion, je voulais rappeler aussi que Medicen s'est engagé depuis maintenant plus de 2 ans sur l'innovation chirurgicale et interventionnelle. Là, je vous montre la feuille stratégique de la filière MedTech de Medicen que j'anime aujourd'hui. Concrètement, on cherche à structurer la filière puisque là, c'est en pleine ébullition, comme je disais, et donc on va essayer de se rassembler, on travaille en collaboration avec le SNITEM, l'Académie, France Biotech pour faire ça, valoriser le territoire industriel. Il y a un enjeu de souveraineté industrielle qui est très important et qui fera que vous utiliserez des innovations françaises et non pas d'autres pays. Et enfin, évidemment, fédérer l'excellence française en chirurgie. Évidemment, on ne le fera pas seul, on ne veut pas dire l'Île-de-France on est meilleur et ça, c'est absolument pas notre objectif. L'idée, c'est qu'on a partout une excellence clinique et technologies extraordinaires en chirurgie. Et l'idée, c'est justement de la fédérer au mieux pour qu'elle puisse être le plus visible sur la scène internationale et évidemment auprès des pouvoirs publics pour qu'ils réalisent que c'est une force inouïe et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec l'Académie dans ce cadre-là. On a essayé de constituer un groupe de travail sur ce sujet et je vous donne également rendez-vous le 20 octobre prochain. C'est un événement qui sera à Paris. C'est donc la 2e édition de Chirurgie du Futur. Même si c'est à Paris, l'ampleur, elle se veut nationale. Donc on vous y attend nombreux. Il y aura des communications faites dans cet axe-là. Donc là, j'enfonce le clou avec les différents partenaires avec lesquels on travaille
travail, le SNITEM, l'Académie nationale de chirurgie. L'objectif étant toujours le même, favoriser l'innovation MedTech, Made in France et Made in Europe, puisque faire du 100% Made in France, c'est dur. 100% Made in Europe, c'est déjà beaucoup plus possible. Ça, j'en ai déjà parlé, pardon. Et donc, sur la séance du 16 mars, je voulais juste rappeler que l'année dernière, le 11 mars, on avait déjà fait une séance qui est en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, avec déjà un panel extrêmement intéressant d'intervenants, où justement on avait vu Jean-Claude présenter l'académie, qui était peu connue par nos adhérents. Et c'est pour ça on vous donne rendez-vous donc le 16 mars. Vous pouvez donc vous rediriger vers Jean-Claude si besoin. Et voilà le panel qu'on accueillera cette fois-ci, sachant que typiquement Sophie Cahan est directement impliquée dans ce nouveau plan de dispositif médical innovant qui a été présenté en début de séance. Donc voilà pour la chirurgie du futur, l'édition 2021, vous voyez en bas à droite, c'est ça, les différents acteurs qui sont intervenus dans les tables rondes, dans des pitchs. Il y avait aussi un espace de start-up que vous pouvez voir. Donc je vous donne rendez-vous le 20 octobre et ici on est très actifs sur LinkedIn, sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous suivre et je vous dis merci pour votre attention. Merci Benjamin, à la fois pour avoir tenu quasiment le temps. Deuxièmement, c'est un sujet excessivement complexe. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a à donner et à diffuser autour de ces financements parce qu'ils sont peu connus. Et la dernière chose, c'est de dire, quand on voit ce travail et ce financement d'amont et je pense à Cédric, la difficulté en aval pour pouvoir évaluer, je veux dire, quand on voit c'est ce qui arrive, ça paraît, voilà, on a besoin effectivement d'avoir des améliorations dans la suite. Je te passe. Oui, pardon. On n'a pas beaucoup le temps de questions. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent. C'est un peu problématique parce que là, on a le webinaire avec l'ensemble des sociétés savantes après. Il faut qu'on puisse. J'ai une question courte. Un mot. Merci. J'ai une question courte. J'ai toujours appris qu'un travail n'était terminé que lorsqu'il était publié. Or, on n'a pas du tout entendu parler de publication scientifique. Alors, ces projets, c'est très bien de le faire, mais où sont-ils publiés? Où les résultats sont-ils publiés? Et dans quelle revue? Quel est l'impact factor? Ça me paraît un point important. C'est justement un des enjeux qu'on souhaite faire dans le cadre du travail qu'on veut lancer avec Jean-Claude, c'est de faire en sorte de donner plus de visibilité à ces projets-là qui d'abord partent de publications scientifiques et qui ensuite vont devenir et progresser et qui vont être publiés dans des revues médicales et ensuite qui est une espèce de portail. Ça serait vraiment un gros projet, mais ça donnera plus de moyens pour justement avoir une visibilité sur les dernières innovations. La dernière question, Jacques Caton. Jacques Short. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur le financement parce que vous nous annoncez des chiffres astronomiques, 86 milliards. Donc, la région Île-de-France, bien évidemment, et puis... ce que je voulais savoir, pardon ? Les 86 milliards, c'est pour l'Europe et c'est toute technologie confondue. C'est toute technologie confondue pour l'Europe. Je voulais savoir, vous faites du crowdfunding là, pour trouver des financements et est-ce que vous avez par exemple des startups qui sont devenues des licornes, etc. Comment ça fonctionne ? Alors, vous parlez de Medicène ? Oui, à Medicène, oui. Est-ce que vous faites, parce que bon, entre BPI France et puis le deuxième source de financement, la région Île-de-France, qui est importante. Comment vous trouvez le reste du complément de financement ? C'est pour ça, est-ce que vous faites du crowdfunding ? Alors, on ne fait pas de crowdfunding, on va rediriger vers des financements publics et le reste, c'est du financement privé. Et on a un parcours typiquement pour accompagner à la levée de fonds les industriels et les startups pour en faire des licornes, justement. Ah oui, c'est un gros parcours du combattant, surtout en medtech, parce que le hardware, les financeurs, notamment français, sont un peu frileux sur le côté hardware. Mais je dis français, mais en fait, ça concerne un peu tout le monde. Là où le numérique, aujourd'hui, capte plus. Mais vous avez déjà des licornes françaises là-dessus ou pas encore ? En licorne medtech, on n'en a pas. Les licornes sera plus sur le côté numérique en santé. Ok, merci. Merci beaucoup, Benjamin. Merci.